Ce jour-là, Traoré ne se rendait pas à une réunion ordinaire. Il allait superviser un programme de réinsertion pour les jeunes délinquants du quartier périphérique de Pissy. Un projet qu'il tenait à cœur. Pas pour les caméras, mais parce qu'il connaissait ces rues. Il y avait grandi. Et si les murs pouvaient parler, il raconterait les soirs de galère, les nuits sans pain, et ces regards que les puissants n'osent jamais croiser. Alors que le cortège entamait un virage vers l'avenue Kwame Nkrumah, un petit attroupement attira son attention. Ce n'était pas un attroupement de foule excitée ou de manifestants. C'était plutôt un regroupement discret, curieux, autour d'un homme à genoux, en haillons, tendant les bras vers les véhicules. Les agents étaient sur le point de l'éloigner avec rudesse, mais quelque chose dans le regard de Traoré les arrêta net. « Arrêtez tout. Je veux descendre », ordonna-t-il. Le chef de la sécurité, visiblement tendu, tenta de le dissuader. « Mon capitaine, cela peut être un piège. » Traoré haussa simplement un sourcil. C'était une manière bien à lui de dire « Ce n'est pas négociable ». La portière blindée s'ouvrit, et dans un silence presque surnaturel, Ibrahim Traoré posa les pieds sur le sol poussiéreux. Les murmures montèrent aussitôt parmi les passants, comme une rumeur sacrée. L'homme à genoux leva la tête lentement. Ses yeux étaient rouges, usés par les années, la misère, ou peut-être quelque chose de bien plus profond. Il balbutia, la voix brisée. « Ibra, c'est toi ?» Le capitaine, d'impalant, s'approcha. Il plissa les yeux. Une cicatrice sur la joue gauche de l'homme attira son attention. Un frisson lui parcourut l'échine. « Sékou ?» murmura-t-il, presque sans y croire. Les soldats se figèrent. L'air s'alourdit. Le président venait de prononcer un nom qu'aucun d'eux ne connaissait. Mais dans la bouche de Traoré, ce prénom était chargé d'un poids presque sacré. Il y eut un silence. Puis, comme un barrage cédant sous la pression, des souvenirs affluèrent. Sékou. Son ami d'enfance. Celui qui lui avait sauvé la vie lorsqu'il avait 11 ans, alors qu'il volait du pain dans un marché pour survivre. Celui qui, après une altercation avec un militaire, avait pris sur lui la responsabilité pour protéger Traoré. Celui qui avait été arrêté et envoyé dans un camp de redressement, et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Traoré s'agenouilla lentement, face à lui. « Où étais-tu passé ?» murmura-t-il. « Je t'ai cherché, longtemps. » Les larmes roulaient maintenant sur les joues de Sékou. « On m'a brisé. J'ai survécu comme j'ai pu. Je n'ai jamais su que tu étais devenu. Tout ça. » Le contraste entre les deux hommes était choquant. L'un en treillis impeccable, symbole de puissance et d'ordre. L'autre, une silhouette brisée par la vie, sale, amaigrie, presque méconnaissable. Traoré se releva et prit une décision qui allait faire trembler les codes du protocole burkinabé. « Il vient avec moi », déclara-t-il à ses gardes. La nouvelle fit le tour de la ville en quelques heures. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains parlèrent de manipulation politique. D'autres saluèrent un acte de loyauté rare. Mais une image marqua tous les esprits, celle du capitaine Ibrahim Traoré, le regard grave, tenant le bras de Sékou pour l'aider à monter dans la voiture présidentielle. Ce soir-là, dans les couloirs du palais, personne n'osa poser de questions. Pourtant, tout le monde savait que quelque chose venait de changer. Et pas seulement pour le président, mais pour toute une génération. Ce que Traoré avait découvert ce jour-là n'était pas seulement un visage du passé. C'était le rappel brutal que certains sacrifices ne s'oublient jamais. Et ce n'était que le début. Le silence dans la voiture présidentielle était pesant. Ibrahim Traoré fixait la route sans vraiment la voir. À côté de lui, Sékou, lavé et habillé en vêtements propres par les soins rapides de la garde présidentielle, restait silencieux. Son regard, perdu, alternait entre la vitre teintée et les mains posées sur ses genoux. Malgré le confort du véhicule, il semblait ailleurs. Peut-être encore dans cette ruelle poussiéreuse. Peut-être encore dans les souvenirs de coups, de cris, de nuits sans espoir. Arrivé au palais, Traoré ne prit pas le chemin des salons officiels. Il ordonna qu'on installe Sékou dans une aile discrète du bâtiment, loin des regards, mais avec toute l'attention d'un invité spécial. Des médecins furent appelés. Un repas chaud lui fut servi. Il n'avait pas mangé un plat complet depuis des jours, peut-être des semaines. 1 heure plus tard, dans une salle privée, les deux amis d'enfance se retrouvèrent seuls. Traoré le fixait. Il cherchait encore à comprendre comment Sékou, son frère de rue, celui qu'il avait aimé comme un jumeau, avait pu disparaître aussi longtemps sans laisser de traces. « Tu n'es pas mort, Sékou. Mais où étais-tu passé ?»
Sékou inspira lentement, puis parla d'une voix grave, cassée par le temps. Après mon arrestation, ils m'ont emmené dans un centre militaire à l'Est. Officiellement pour me redresser. En réalité, c'était une prison pour enfants des rues. Certains ne sont jamais ressortis. Moi, j'ai survécu. À 16 ans, ils m'ont libéré. Mais je n'avais plus rien. Pas de famille. Pas de toit. Juste ma colère. Traoré l'écoutait, le cœur lourd. Il se souvenait de la nuit où Sékou avait été emporté. Il se souvenait de sa promesse de le retrouver, une promesse qu'il n'avait pas pu tenir. J'ai erré pendant des années, continua Sékou. J'ai essayé de retrouver les anciens du quartier. Beaucoup sont morts. Les autres m'ont oublié. Alors j'ai disparu. J'ai vécu dans les rues. Travaillé sur les chantiers. Dormi dans les gares. Je savais que tu étais devenu quelqu'un. Tout le monde parle de toi maintenant. Mais je ne pensais jamais te revoir. Un long silence suivit. Puis Ibrahim se leva. Il s'approcha de Sékou, posa une main ferme sur son épaule. Je ne t'ai jamais oublié. Et aujourd'hui, c'est moi qui te dois une dette. Tu m'as sauvé la vie. Il est temps que je sauve la tienne. Mais Sékou leva la main, l'interrompant. Je n'ai pas besoin de pitié, Ibra. Ce que j'ai vécu m'a endurci. Mais je suis inquiet. Parce que je vois dans tes yeux quelque chose que je reconnais. Tu veux changer ce pays, mais tu portes seul un fardeau immense. Et tu es entouré de vautours. Tu crois que tes ennemis viennent de l'extérieur. Mais parfois, ils sont déjà dans ta maison. Traoré tressaillit. Les paroles de Sékou n'étaient pas de simples souvenirs. C'était un avertissement. Tu parles comme si tu savais quelque chose, Sékou. Il hocha la tête lentement. J'ai vu des choses dans la rue. Entendu des rumeurs. Des hommes en costume qui parlent avec des accents français ou américains, qui paient en liquide pour obtenir des informations sur toi. Des types qu'on ne voit jamais deux fois au même endroit. Et récemment, des mots comme opération déstabilisation, agent de liaison, élimination propre. Le président se redressa. Il comprenait maintenant. Sékou, dans son errance, était devenu un témoin invisible du chaos souterrain. Tu dois me dire tout ce que tu sais. Des noms. Des lieux. Sékou hésita. Puis il fixa son ami. Mais à une condition. Laquelle, répondit Traoré. Ne me cache plus. Tu veux un peuple fort? Commence par montrer que même ceux qui ont chuté peuvent se relever. Je veux être ton témoin. Et je veux aider. Traoré, touché, acquiesça. Ce n'était pas juste une retrouvaille. C'était une alliance. Une promesse que le passé, aussi douloureux soit-il, pouvait devenir une arme contre ceux qui voulaient étouffer l'avenir. Mais dans l'ombre, des oreilles écoutaient déjà. Le fait qu'un sans-abri ait approché le président sans autorisation faisait trembler certaines mains. Et les puissances occultes, surprises par cette rencontre inattendue, s'activaient. Ce que personne ne savait encore, c'est que le retour de Sékou allait déclencher une suite d'événements qui secouraient le pouvoir burkinabé jusqu'à ses fondations les plus secrètes. Et tout avait commencé, par un simple arrêt dans la rue. Le lendemain de la rencontre entre Ibrahim Traoré et Sékou, une tension invisible commença à s'installer dans les couloirs du palais présidentiel. Officiellement, il ne s'était rien passé. Un simple arrêt improvisé. Un geste d'humanité du président envers un citoyen marginalisé. Mais dans les sphères sécuritaires et diplomatiques, c'était un autre son de cloche. Des visages se crispaient, des ordres discrets circulaient, des téléphones sécurisés vibraient plus qu'à l'accoutumée. La présence d'un sans-abri aux côtés du président, aussi bref fût-elle, inquiétait ceux qui avaient des choses à cacher. Car ce Sékou, inconnu des services officiels, n'était pas qu'un rescapé de la rue. Il était devenu, sans le vouloir, la mémoire vivante d'un monde souterrain. Ce même jour, dans une villa discrète de Ouagadougou, un homme en costume clair, lunettes épaisses, lisait un rapport confidentiel les lèvres serrées. Il l'a retrouvé, murmura-t-il. Ce garçon, on pensait qu'il avait disparu. On aurait dû s'en débarrasser à l'époque, rétorqua un autre homme, plus âgé. Il a trop vu. Trop entendu. S'il parle, il peut détruire tout ce qu'on a mis en place. Il parlait de Sékou comme on parle d'un fardeau mal rangé dans un placard. En réalité, il représentait une menace bien plus grave. Un témoin capable de lier plusieurs responsables burkinabés à des agents extérieurs, notamment à des réseaux franco-africains de renseignement qui avaient infiltré le pays bien avant la montée au pouvoir de Traoré.
Sékou, à travers ses années d'errance, avait mémorisé des lieux, des noms, des discussions saisies à la volée, des visages d'agents sans identité. À l'époque, il n'en comprenait pas la portée. Mais aujourd'hui, dans le bureau présidentiel, chaque souvenir pouvait devenir une pièce capitale d'un immense puzzle. Traoré, déterminé, convoqua une cellule restreinte de confiance. Quelques membres du renseignement loyal, 2 juristes patriotes, et son chef de sécurité. Dans une salle à huis clos, il demanda à Sékou de parler. Tout dire. Tout déballer. Et ce qu'il révéla figea l'Assemblée. À partir de 2018, j'ai été recruté pour nettoyer une cour d'une grande résidence. Un certain monsieur Alain me donnait des tâches simples, mais interdites d'observation. Il rencontrait des types venus avec des voitures sans plaque. Il parlait en français parisien, mais utilisait parfois des termes militaires. Une nuit, j'ai entendu parler d'un homme nommé Kwasi, un haut responsable ici, qui recevait des valises pleines pour faire passer des dossiers sensibles à l'ambassade de France. « Tu es sûr des noms ?» demanda le chef du renseignement, tendu. « Oui. Et je me souviens de leurs visages. Je ne les ai jamais oubliés. » Traoré comprit. Un réseau clandestin d'agents franco-burkinabais, impliqués dans des opérations d'espionnage, de sabotage politique et d'ingérence, était actif, et peut-être encore en poste. Mais ce qui le frappa, ce fut une autre révélation de Sékou. Un soir, j'ai entendu parler d'un plan. Il disait que si tu devenais trop incontrôlable, trop indépendant, il faudrait appliquer la stratégie Kadhafi. Le président ne répondit pas. Mais un frisson glacé parcourut la salle. L'évocation du nom de Kadhafi n'était pas anodine. Cela voulait dire qu'un projet d'assassinat politique avait, au minimum, été envisagé par ces groupes infiltrés. Le jour même, Traoré ordonna l'ouverture d'une enquête secrète. Une traque des taupes. Une opération de nettoyage. Mais il savait que s'il s'y prenait mal, il ferait tomber le pays dans le chaos. Il devait avancer avec intelligence, sans agiter la presse, sans provoquer les chancelleries occidentales. Et surtout, il devait protéger Sékou. Car ce dernier, malgré son passé chaotique, devenait l'élément le plus précieux de son dispositif sécuritaire. Mais dans l'ombre, ceux qui se sentaient menacés par ces révélations commençaient déjà à préparer leur contre-offensive. Des contrats furent activés. Des espions reçurent l'ordre de remonter jusqu'à l'homme qui parlait trop. L'histoire qui avait commencé par un geste de compassion allait devenir un brasier géopolitique. Et ni Ouaga, ni Paris, ni Washington ne pouvaient imaginer jusqu'où ce brasier allait s'étendre. La nuit était tombée sur Ouagadougou, mais le palais de Koziam ne dormait pas. Sous ses dômes éclairés, les heures défilaient entre réunions d'urgence, rapports classifiés et veilles silencieuses. Depuis les révélations de Sékou, une machine de guerre invisible s'était mise en marche. Ibrahim Traoré, bien que calme en apparence, menait une contre-offensive silencieuse. Plusieurs personnalités connues pour leur proximité avec certaines ambassades avaient été discrètement interrogées. Des mouvements suspects autour d'antennes diplomatiques avaient été observés. Mais surtout, un nom revenait avec insistance dans les écoutes récentes. Le témoin doit disparaître. Ce témoin, c'était Sékou. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le cercle rapproché du président. Il était désormais en danger de mort. Traoré ordonna sa mise en sécurité dans une base militaire secrète. Mais Sékou, en homme blessé par les trahisons du passé, savait que son heure approchait. « Monsieur le Président, dit-il d'une voix grave, s'ils me trouvent, ils me feront taire. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. » Dans une enveloppe scellée qu'il portait toujours sur lui, Sékou conservait un carnet déchiré, des notes griffonnées, des initiales, des dates. Il l'avait récupéré lors de sa dernière nuit dans la villa du fameux monsieur Alain. Ce carnet, c'était une bombe. Il y figurait la liste des personnalités locales impliquées dans un plan d'espionnage, de corruption et d'exécution politique. À la dernière page, une note en majuscule. Traoré doit tomber avant le sommet de Kigali. Ce sommet, prévu dans 2 semaines, allait rassembler les leaders africains autour de la sécurité régionale. Traoré y était attendu comme porte-voix de la souveraineté africaine. Mais certains ne voulaient pas le voir parler. Le piège était donc clair. Un attentat était en préparation. Mais où? Comment? Par qui? Sékou n'avait que des indices partiels. Le président décida alors de jouer une dernière carte. Il organisa une fausse fuite, un faux transfert de Sékou. L'information filtrée au bon réseau laissa croire que l'homme était en mouvement.
Une unité d'élite fut positionnée pour tendre une embuscade aux éventuels assaillants. Et ils vinrent. Dans la nuit du 5 mai, sur une route déserte en périphérie de Ouaga, un 4x4 noir s'approcha rapidement du convoi. Des hommes armés ouvrirent le feu sans sommation. Mais à l'intérieur, pas de secours. Seulement des soldats d'élite qui neutralisèrent l'attaque en quelques minutes. Parmi les assaillants capturés, 2 mercenaires francophones, un ancien militaire ivoirien, et un homme, détenteur d'un passeport diplomatique français. Le scandale éclata. Discrètement, mais fermement, Traoré convoqua l'ambassadeur. Aucun mot ne fuit dans la presse. Mais les regards, les silences, les visages fermés disaient tout. Le Burkina venait d'échapper à une déstabilisation de grande ampleur. Et le président savait que les jours suivants seraient cruciaux. Sékou fut relocalisé dans un pays ami, avec une nouvelle identité. Avant de partir, il regarda longuement Ibrahim Traoré. « Tu m'as redonné une voix, dit-il. Maintenant, fais en bon usage pour l'Afrique. » Traoré lui serra la main avec une intensité rare. Il savait que cet homme, autrefois oublié, venait de sauver une nation entière. Le 12 mai, au sommet de Kigali, Ibrahim Traoré monta sur scène, le regard clair, la voix posée, et dit devant les caméras du monde. Le destin de l'Afrique ne se négociera plus dans les couloirs obscurs d'ambassades étrangères. Il se décidera ici, entre nous, debout. Ce jour-là, le silence du Kremlin, la stupeur de Paris et l'inquiétude de Washington n'étaient pas dus à des armes, mais un simple sans-abri qui avait brisé la chaîne de la soumission. Et dans les rues de Ouaga, certains murmuraient que parfois, il suffit de descendre d'un cortège pour déclencher une révolution.